Désireuse de vous aider à varier les plaisirs, la médiathèque de Villeneuve-Saint-Georges vous propose de découvrir la littérature Young Adult. Je vois déjà des sourcils qui se froncent. Le Young Adult, c'est quoi ça? Bonne question, mais vous allez voir que la réponse n'est pas si simple. Young Adult, jeune adulte en français, est un terme qui s'est répandu au milieu des années 2000, après la vague Harry Potter et puis celle des romans de Stephenie Meyer, la série vampirique des Twilight. Si aujourd'hui le terme est largement employé, c'est une catégorie dont les contours restent flous car tout le monde, éditeur, lecteur ou professionnel, n'est pas forcément d'accord sur sa définition. Est-ce que c'est une question d'âge des lecteurs auxquels on s'adresse, une question de genre ou de contenu, un phénomène de mode ou une pure invention marketing? Je vais tenter de vous éclairer un peu d'après ce que j'ai pu glaner sur le sujet avec des informations parfois contradictoires. En gros, on rangera dans la catégorie Young Adult une littérature qui s'adresse prioritairement à des lecteurs de 15 jusqu'à 30, voire 35 ans. Déjà, pourquoi une catégorie si large, bornée par des âges où on pourrait penser que les goûts des uns et des autres n'ont plus rien à voir? Certains pensent que le Young Adult correspond à une évolution sociologique de la population. Un monde angoissant, un avenir plus qu'incertain, des problèmes pour trouver sa place dans la société, tout cela a favorisé les difficultés ou même le refus de rentrer dans la vie active et a retardé l'accès ou l'envie d'une réelle indépendance. C'est ce que d'aucuns ont appelé l'adolescence, plus vraiment ado mais pas tout à fait adulte. Il s'agirait donc, de façon voulue ou inconsciente, de prolonger un état d'adolescence et de continuer, notamment à travers ces lectures, à rester dans un univers qu'on connaît et maîtrise et souvent nous emmène loin de la terne réalité de notre époque. C'est sans doute vrai d'une partie des lecteurs young adultes, mais pas suffisant, me semble-t-il, pour expliquer un phénomène protéiforme. Car il n'en reste pas moins, de façon mécanique, que les lecteurs qui étaient enfants ou jeunes ados au début des années 2000, qui ont grandi avec la vague Harry Potter et ses suites, recherchent tout simplement, aujourd'hui encore, une littérature qu'ils apprécient depuis longtemps. Si vous avez pris une claque dès le premier épisode de la saga Star Wars en 1977 quand vous étiez minot, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, malgré vos rides naissantes et vos cheveux blancs, vous continuiez encore à vous intéresser à cette saga. Je suis ton père. C'est impossible! Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Pour les lecteurs young adultes, c'est pareil, ils ont aimé, ils aiment encore. Mais de fait, en littérature dite adulte, on trouve peu d'équivalent à Harry Potter ou à Hunger Games par exemple. Il fallait donc continuer à produire cette nouvelle littérature pour contenter une partie du lectorat et l'évolution naturelle de ses goûts. Enfin, s'il y a des livres young adultes, c'est qu'il y a des auteurs pour ça, et de très bons même, et parmi ceux-ci, une génération d'auteurs qui eux aussi ont grandi dans les années 2000, ont aimé le young adulte en tant que lecteur, et désormais écrivent tout simplement dans une veine qu'ils apprécient ou défendent. Cependant, si ces explications donnent des pistes sur les goûts des trentenaires pour le young adulte, elles ne suffisent pas à éclairer le succès continu du genre, ni pourquoi les ados d'aujourd'hui le kiffent tout autant. Une autre piste serait que le young adulte vient combler un manque et constituer un pont entre littérature jeunesse et littérature adulte. La littérature jeunesse est en effet assez récente, elle s'est vraiment développée dans les années 80, et dans cette catégorie jeunesse émerge assez vite une littérature spécifique pour les ados, avec la question de savoir ensuite comment la présenter et comment la ranger. Typiquement, par exemple, sont alors apparus des rayons de littérature ado en bibliothèque, casés parfois entre les rayons jeunesse et la littérature adulte, car les ados ne voulaient plus être traités comme des gamins, mais pas encore comme des adultes.
Et entre ces rayons ados, disons des classes d'âge de 14 à 18 ans, et les rayons adultes, pas de transition, c'était tout de suite le grand bain, une perte des repères, des romans qui pouvaient inspirer une certaine crainte, ou même carrément un certain ennui, ou dont les thématiques paraissaient encore loin de la vie et de la préoccupation de ces jeunes adultes. Le young adulte viendrait donc parfaire la transition et faciliter le passage entre la littérature ado et la littérature adulte. Point de vue intéressant et sans doute vrai pour une partie des lecteurs, j'en connais qui sont passés directement de la quête des Willan à André Gide, mais qui pourrait cantonner aussi le young adulte dans un rôle de marchepied uniquement, avec un côté dépréciatif, si l'on considère que la littérature adulte serait le Graal à atteindre. Il est difficile d'affirmer que le young adulte est à proprement parler un genre littéraire, pour la bonne et simple raison qu'il picore dans de nombreux autres genres. On peut toutefois dégager quelques caractéristiques communes, ce qui n'empêche pas, bien sûr, des exceptions qui confirment la règle. D'abord, le roman young adulte reste tout de même une littérature d'apprentissage. Les héros ou héroïnes, parfois au sens premier du terme par leur comportement, correspondent souvent à la tranche d'âge des lecteurs visés, ce qui permet plus facilement de s'identifier. Cela permet aussi une mise en relief de l'intensité des émotions et de la psychologie propres à cet âge. Au cours du roman, les épreuves que devront donc surmonter le ou les personnages principaux vont les amener à évoluer vers plus de maturité et d'autonomie. Ensuite, dans ces romans, une importance particulière est portée au collectif, à la fois comme société dans laquelle les personnages évoluent, à laquelle ils peuvent aussi être en but, et également au groupe, à la tribu au sens sociologique du terme. Ainsi, même s'il y a un héros ou une héroïne principale, de plus en plus souvent d'ailleurs une héroïne, il ou elle n'est jamais solitaire. Par rapport au roman ado pur jus, à la coloration plus didactique et plus centrée sur des questions d'identité, de famille, de sexualité, le young adulte propose ou ajoute des thématiques plus politiques ou plus politisées. Le pouvoir et ses abus, la liberté et l'absence de liberté, la révolte, le terrorisme, la place des femmes ou des individus dans la société, les menaces d'un avenir incertain, l'écologie, etc. Autre trait marquant, un côté délibérément romanesque. L'histoire n'est pas qu'un prétexte à amener des idées, elle se suffit à elle-même et c'est le récit qui emporte le lecteur de façon romanesque à la rencontre de questionnements. C'est pourquoi la plupart des romans young adultes proposent de l'action, des rebondissements, du suspense et que tout un pan de cette littérature est orienté vers le fantastique, la fantaisie, la dystopie ou l'aventure. Néanmoins, et c'est ce qui fait aussi sa richesse, le young adulte ne se compose pas uniquement de séries, mais peut être l'objet de volumes uniques, et désormais, s'il continue à proposer des univers merveilleux, il peut aussi se situer ou s'ancrer dans une réalité extrêmement concrète. Enfin, une différence majeure avec des romans pour adultes réside dans la fin, car même si ces romans young adultes sont parfois très réalistes, comportent des aspects dramatiques forts et n'éludent pas la mort, y compris des personnages principaux d'ailleurs, ou même les échecs de ces personnages, il y a au final une lueur impossible où le pire n'est pas certain. Alors, est-ce que les éditeurs ont inventé le young adulte pour fabriquer une nouvelle cible commerciale ou le young adulte s'est-il développé avant que les éditeurs ne rattrapent le phénomène? Les avis sont partagés, il est néanmoins sûr qu'il y a un effet boule de neige dans le développement du phénomène. La prise en compte par les éditeurs de l'émergence du young adulte est devenue à la fois une façon de répondre à la demande croissante et un argument marketing, marqué d'ailleurs par la naissance de collections spécifiques et de tout un packaging concomitant. Qui dit nouveau public dit nouveaux moyens de communiquer, et la promo de cette littérature passe d'ailleurs beaucoup par les réseaux sociaux et par les booktubes, ces chaînes YouTube consacrées aux livres et à la lecture, et animées de fait par de jeunes adultes. On notera que le succès de certaines de ces œuvres a été renforcé par des adaptations ciné ou télé,
ce qui donne une connotation divertissement à cette littérature qui, d'un côté, est souhaitée par ses fans. Après tout, pourquoi la littérature devrait-elle être ennuyeuse? Mais d'un autre côté, est un argument négatif pour ses détracteurs, qui voient là la preuve que cette littérature serait une sous-littérature commerciale, et les termes généralement anglo-saxons qui l'accompagnent, la preuve d'une culture mainstream où tout ne serait que loisir et uniformité. Puisque cette lecture est censée être un pont entre les jeunes adultes et les adultes tout court, il n'est donc pas étonnant que le young adult ait un côté intergénérationnel. Par l'aspect romanesque ou les thématiques qu'il développe, ces romans young adult constituent une forme de littérature populaire et peuvent bien sûr plaire à des older adultes, des adultes plus âgés, qui parfois ne comprennent pas pourquoi tel ou tel roman a été étiqueté young adult, puisque même s'ils sont reconnus et y ont trouvé du plaisir. Un signe patent est d'ailleurs que désormais, un certain nombre de ces romans, lorsqu'ils sont réédités en format poche, le sont dans des collections poche pour adultes, voire même dans le même temps en poche jeunesse et en poche adulte. Pour conclure, pour ma part, comme à chaque fois qu'on parle des étiquettes, d'un genre et de ses limites, j'ai envie de dire « et alors ?» Est-ce que c'est par l'appartenance à tel ou tel genre qu'il faut juger un livre, ou aux qualités de son écriture, de sa construction, de ses questionnements, des émotions qu'il porte et nous apporte? Le mieux est sans doute donc que vous vous fassiez votre propre opinion, et nous espérons que les romans young adultes très différents que nous allons vous proposer plairont à un maximum d'entre vous, sans distinction d'âge ni d'habitude de lecture, avec une seule question au final, est-ce que j'ai aimé ? Fan de monde merveilleux, amateur de séries comme Stranger Things, vous allez être comblé. Les autres aussi, bien sûr, si vous entamez la lecture du projet Starpoint, car c'est tout à fait dans ce type d'univers que se place son auteur, Marie-Lorna Vaconssin. Un univers qu'elle porte en elle depuis très longtemps. Ça a commencé très tôt, explique-t-elle, quand, petite, ma sœur et moi jouions à des jeux de rôle. Moi, je créais les histoires et elle jouait avec moi. On avait vraiment l'impression d'aller dans un monde parallèle. On se donnait même rendez-vous là-bas. Un mot, un regard, et nous nous y transportions, même avec des adultes autour de nous. Plus tard, quand j'ai découvert des romans comme Narnia ou À la croisée des mondes, j'ai eu l'impression qu'ils avaient été écrits pour moi, et j'ai toujours rêvé d'essayer un jour de faire pareil. Eh bien, pari réussi avec le projet Starpoint, qui se déploie de façon foisonnante sur 3 volumes. Le début semble anodin, même si l'histoire, déjà, se déroule dans le pays de Retz, en Bretagne, où planent encore de nombreuses légendes, notamment celle des 12 pêcheurs du lac d'Herbauges et de son plancton luminescent, une région où flotte aussi encore l'ombre terrifiante du sanguinaire Gilles de Rais qui a inspiré la figure de Barbe Bleue. Et vous verrez, en lisant cette saga, que tout cet environnement n'est pas anodin. Dans le premier tome, nous faisons connaissance d'un jeune garçon qui s'apprête à entrer au lycée et qui n'a a priori rien d'extraordinaire. Une ombre au tableau, mais de taille, son père, chercheur en physique quantique, qui travaillait sur un projet dénommé Starpoint, est dans le coma depuis son agression violente pour une sombre histoire de téléphone volé. Ce garçon s'appelle Pythagore Luchon.
Oui, je sais, vous vous dites, Pythagore c'est chaud à porter comme prénom. Pas faux, surtout quand on a une mère prof de maths, qu'elle enseigne dans le lycée, que vous intégrez pour votre entrée en seconde et que, pour couronner le tout, elle sera pendant au moins 1 an votre prof de maths. Mais le diminutif de Pythagore c'est Pyth et là c'est plus classe. Pyth a une meilleure amie, Louise, qu'il se réjouit de retrouver au lycée. Mais à peine la croise-t-il dans les couloirs, qu'elle semble le snober, être pressée de se débarrasser de lui, joue les mystérieuses et lui cache quelque chose. Louise passe désormais tout son temps avec une fille que personne ne connaît, une certaine Foresta, une fille aux cheveux rouge sang, habillée de cuir et qui se révélera vite d'un tempérament explosif. On le comprend, Pyth a un peu de mal à se faire envoyer bouler comme ça, du jour au lendemain, même s'il trouve cette fille aux cheveux rouges tout à fait intrigante et magnétique. Alors qu'il commence à se faire une raison et se dire qu'il a perdu Louise, que c'est la vie, qu'en grandissant, elle a aussi le droit de changer, une nuit, après la fête des pêcheurs du lac d'Herbauge, Foresta vient le chercher et lui annonce que Louise a disparu. Pour la retrouver, ils doivent passer par ce qu'elle appelle l'angle mort des miroirs, et là, tout bascule, Pythagore est projeté dans un monde parallèle, le monde où vit Foresta. Et c'est ici que l'aventure commence. Vous ferez connaissance avec ce monde incroyable, où il sera question des garde-fous, des Adjins, des dormeurs, de doubletés, d'une bataille pour les matières premières du sublittoral, de l'immense forêt d'Emerlind, de l'Archéanie, du Gaoyan, d'Orange Bleu, de Vibration et même du secret de la matière. Bref, tout ce que l'on aime dans ce type de saga, totalement trépidante et épique. Le monde inventé par Marie-Laure Vaconssin est tout à fait réussi. Un des tours de force de cette série, c'est que, bien qu'elle soit purement imaginaire, pleine de poésie, de fantastique, elle se base pourtant sur la science. Et il y a 2 dimensions scientifiques importantes dans l'ouvrage. La physique quantique, qui est une des pistes qui explique comment on passe d'un monde à l'autre, et la géographie, qui n'est pas tout à fait la même que chez nous. Mais c'est une science en présence douce, pas comme dans un livre de science-fiction, qui permet de donner une crédibilité à ce monde parallèle et par conséquent renforce à la fois notre capacité à croire en ce monde et à accepter sa part d'imaginaire débridé. C'est également un roman qui puise dans les sentiments humains, ceux de l'âge adolescent en particulier, et c'est peut-être avant tout un livre d'exploration. Il explore l'adolescence aussi bien que les territoires d'Archéanie, il explore la physique quantique aussi bien que les sentiments et le désir. Ce roman est donc un point de jonction entre 2 mondes, mais aussi entre 2 âges. Je voulais écrire pour les ados et les adultes, précise l'auteur. Pour les adultes qui ont la nostalgie des années lycée, pour l'ado que j'ai été, l'adulte que je suis, mais qui veut encore se raccrocher à ce monde imaginaire. Après la lecture du premier volume, vous resterez sans doute un peu sur votre faim, vous trouverez peut-être qu'il manque de nombreuses explications, que les personnages n'ont pas donné leur pleine mesure, eh bien ce sera le signe que vous avez été pris dans les filets de Marie-Laure Vaconssin, car bien évidemment, cette impression d'inabouti est voulue, et il vous faudra lire les 3 volumes pour découvrir entièrement la complexité de ce monde parallèle et de ses rapports avec le nôtre, avoir des réponses à vos questions et voir vraiment ce dont les personnages sont capables. Enfin, cette trilogie plonge avec bonheur dans les mythologies et l'imaginaire collectif, et vous vous apercevrez que cet imaginaire est une matière première à part entière au même titre que l'air ou l'eau. Une matière première que nous avons tous en nous, alors placez-vous dans l'angle mort et laissez-vous glisser dans cette lecture. Elle est gonflée, Marion Brunet. Écrire un western pour ados et pas que, il fallait oser. Qui en lit encore aujourd'hui? Qui
en regarde encore à la télé ou au cinéma. Et comme si ça ne suffisait pas, elle met en scène un personnage principal qui n'est pas un hors-la-loi, mais une hors-la-loi, Abigail Stenson. Quand débute le roman, ça défouraille et flingue à tout va, Abigail vient de dévaliser une banque. Poursuivie par le shérif et ses acolytes, elle se réfugie chez Garrett et finit par le prendre en otage pour couvrir sa fuite. Garrett est un jeune homme presque adulte dont la mère est morte. Son père est un pasteur qui élève ses enfants dans une rigueur morale et religieuse glaçante, n'hésitant pas à être violent pour se faire comprendre. Et c'est Garrett qui raconte l'histoire. La première fois que j'ai vu Ab Stenson, du sang coulait de son oreille gauche. La première fois que j'ai rencontré Ab Stenson, je lui ai obéi. La première fois que j'ai obéi à Ab Stenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs, je n'ai pas compris que c'était une femme avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle était si sale que seul un homme, du moins je le pensais à l'époque, pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. Avec Ab Stenson, on est donc plus proche de Calamity Jane, dont elle partage certains côtés, que de ces cowgirls de films hollywoodiens qui, tout en maniant le colt, cognant et parfois buvant comme les hommes, n'oublient pas d'être féminines, stylées et portent le chapeau comme un accessoire de mode. Passé la peur de la première fusillade, Garrett va être saisi par le charisme d'Ab, par sa personnalité hors norme, par cette femme qui s'habille et vit comme un homme, ou plutôt comme elle en a envie, car Ab place sa liberté au-dessus de tout. Cette liberté, à laquelle lui n'a jamais eu accès, Garrett sent confusément qu'Ab pourrait la lui apporter, et très vite, il abandonne l'idée de s'échapper pour la suivre de son plein gré et l'accompagner dans ses aventures. Mais la liberté a un prix, et le parcours d'Abigail, dévoilé au cours du roman, montrera tout ce qu'elle a dû sacrifier et sacrifier encore pour la conquérir et la garder. D'ailleurs, pourchassée pour un vol de banque et d'autres méfaits, pas sûr qu'Ab puisse rester physiquement libre bien longtemps. La liberté, voilà le sujet majeur du roman. Qu'est-ce qu'être libre et comment l'être? Jusqu'où est-on prêt à aller pour être libre? Quelle dose de courage ou d'égoïsme faut-il pour y parvenir? Et du coup, quelles conséquences cela a-t-il pour soi, pour les autres, y compris ses proches, famille et amis? Cette liberté, Garrett va donc la chercher et l'éprouver à son tour, et cette rencontre avec Ab va changer sa vie. Dans ce Far West, reconstitué avec réalisme, Garrett a cependant la chance d'être un homme. Marion Brunet développe dans son roman plusieurs portraits féminins sensibles, amantes, mères, prostituées ou même bigotes, qui font de ce western un livre qui parle aussi de la condition des femmes, dont les unes et les autres essaient de conquérir leur liberté, ou une forme de liberté, parfois seulement de tranquillité, en tentant de trouver une voie médiane, se soumettant plus ou moins consciemment pour survivre, exister ou résister. Avec Sans foi ni loi, on a donc une vraie matière à réflexion, avec des thèmes forts, mais le plaisir de l'histoire n'est pas oublié et on est également dans un roman plein de péripéties qui reprend avec habileté tous les codes du western, chevaucher dans les grands espaces, colt et coups de feu, éperon en or, duel, saloon, partie de cartes, indien, fille de mauvaise vie, whisky, crasse et poussière, avec bain partagé à la clé et même une séance d'arrachage de dents à grands coups de pince. Et pourtant, rien n'est cliché et tout sert l'histoire et ses ramifications. Les personnages secondaires, Jenny la danseuse prostituée, Will l'indien métis, Carson le patron du saloon et d'autres, tous apportent leur lot d'humanité et de nuances au récit. C'est bigrement réussi, ça se lit d'une seule traite, à la vitesse d'un cheval au galop, avec des mots qui claquent comme des balles sifflant à vos oreilles. Alors, n'oubliez pas... Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé... et ceux qui lisent Marion Brunet. Toi, tu lis Marion Brunet.
aimez les intrigues sur fond historique matinées d'une pincée d'ésotérisme, vous vous retrouverez sans doute dans cette trilogie écrite à 4 mains par Françoise de Guibert et Laurence Chaac, Les filles de l'astrologue. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, peu après l'affaire dite des Poisons, une série de scandales qui secouèrent Paris et la cour, et où plusieurs personnalités éminentes furent impliquées. Ces affaires entraînèrent une réelle chasse aux sorcières, se combinant avec un durcissement de la politique du roi Soleil qui, dans la foulée, fit condamner mages et voyants et, de la même manière, l'astrologie dont pourtant Louis XIV avait été un fervent partisan. Un climat de suspicion généralisée, dont Germain Lavolde de Sauvignac, astrologue réputé, vivant dans le sud-ouest, va faire les frais dès le premier volume de cette série. En déplacement à Toulouse, il est arrêté pour sa pratique désormais condamnée et transféré dans une prison parisienne. Au domaine familial, pour ses 3 filles et sa nièce avec qui il vivait, c'est évidemment un drame. Mais passé la stupeur, les jeunes femmes dans les 3 volumes de cette saga vont se lancer à corps et cœur perdus pour prouver que Germain est un bon sujet, qu'il est un bon chrétien et que sa pratique de l'astrologie est bienveillante et se base avant tout sur la science. Assez vite, les 4 filles subodorent un complot dont il s'agira de déterminer l'origine pour savoir à qui il profite. Difficile d'aller plus avant dans le contenu de cette histoire sans vous en divulgacher les surprises et les nombreux retournements. On est dans une ambiance de roman d'aventure, un peu de KPDP. L'arrière-plan historique est très bien décrit sans pour autant être pesant ni sonner comme une leçon d'histoire. On avance dans le récit aux côtés des 4 jeunes femmes qui ont une personnalité chacune très différente et qui vont devoir affronter le monde de façon d'autant plus brutale que, premièrement, elles n'ont jamais quitté leur domaine et ses environs, deuxièmement, elles vont devoir en plus se séparer pour mener leur enquête. On verra au fil du récit que bien évidemment, elles ne sont pas dénuées de ressorts ni de ressources. L'astrologie est l'épine dorsale de cette saga, non seulement par son interdiction, c'est donc une contrainte pour ces jeunes femmes qui l'ont étudiée, baignent dedans depuis toujours, s'en servent en permanence mais vont devoir le cacher, mais aussi parce que l'astrologie est présente un peu partout. Par exemple, chaque chapitre débute comme un genre d'horoscope qui donne la tonalité de ce qui va arriver. Ou encore la personnalité des 4 héroïnes qui est éclairée par leur thème astrologique sans pour autant tomber dans la caricature, et on verra d'ailleurs qu'elles ne sont pas exemptes d'une bonne dose de libre arbitre. Après, je peux tout de même vous les présenter un petit peu plus. Nous avons d'abord Thérèse, l'aînée. Elle est Capricorne, c'est la plus sage, la plus sérieuse, même si elle peut s'avérer un peu autoritaire, car elle montre l'exemple en même temps qu'elle porte les responsabilités. C'est une de celles qui connaît la plus forte évolution dans la saga. D'une part, alors qu'elle s'est toujours occupée de ses sœurs depuis la mort de leur mère, elle devra donc se définir par rapport à elle-même et non plus par rapport à ses sœurs. Et puis, un autre bouleversement qu'elle n'attendait pas, elle va tomber amoureuse, mais... Ensuite, nous avons Ariane et Philomène, ces 2 sœurs qui sont jumelles et toutes les 2 Verseaux. Ariane est clairement la scientifique du groupe, elle a suivi son père de près dans ses travaux et il lui a transmis sa passion de l'astrologie. Son esprit mathématique sera bien utile dans certaines situations et ses précisions de calcul sont indéniables. Philomène, elle, c'est la sauvage, l'indépendante, l'intrépide, mais de temps à autre, elle est aussi l'égoïste. Elle a un don qu'elle peaufinera avec un vieux berger et qui, bien sûr, aura une importance dans l'avenir de leurs aventures, et ce don, c'est... Non, je ne vous dis rien, vous verrez bien. Enfin, Soledad, leur cousine, née sous le signe du lion, d'origine espagnole, recueillie par Germain de Sauvignac quand sa famille a été décimée. Soledad est quelque peu vaniteuse, orgueilleuse, impulsive, voire légèrement écervelée. Elle aime parader, se montrer, séduire. Il faut dire qu'elle a des atouts pour ça et ceux-ci ne s'avéreront pas négligeables pour se faire une place à la cour et essayer de glaner quelques informations. Outre le mystère lié à l'emprisonnement de Germain et à la nécessité de le dévoiler pour l'innocenter, un des intérêts de ces romans est donc la manière dont ces filles vont évoluer, se découvrir et forger leur personnalité profonde. Alors, quel que soit votre signe astrologique, et sans même consulter votre horoscope pour savoir si c'est le bon moment pour lire, prenez le taureau par les cornes,
balancez vos autres occupations. Quand ça sert à rien de courir, il faut arrêter de s'agiter dans tous les sens et laissez-vous plutôt emporter par les aventures peu communes de ces 4 filles. And that battle outside that's raging will soon be rattling your windows and shaking your walls, for the times they are changing. Vincent Villeminot est un auteur bien connu en littérature jeunesse et young adulte. Il a écrit dans différentes veines, thriller, technologique, post-apocalyptique, dystopique, fantastique et même humoristique. Il est aussi un des 4 auteurs ayant participé à l'aventure U4, un énorme succès, qui d'ailleurs parle d'un virus qui décime l'humanité, mais pas les ados. Derrière cette diversité de production apparente, une constante, l'intérêt que cet auteur porte aux questions de société, partant des interrogations ou des peurs d'aujourd'hui pour imaginer nos futurs possibles. Et dans ces futurs, souvent angoissants, qu'est-ce qui constitue, devrait ou pourrait constituer les liens qui nous unissent, ou au contraire, les attitudes qui pourraient nous perdre. Ces problématiques, on les retrouve pour partie dans son roman Nous sommes l'étincelle, qui a reçu le prix du roman d'écologie face à 5 autres romans adultes. Voyez que le young adulte ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Nous sommes l'étincelle se déroule sur 3 époques et une quarantaine d'années. En 2025, au tournant des années 2040, puis 2060. C'est donc un roman d'anticipation, mais qui s'appuie notamment sur les colères et les révoltes actuelles, et chez certains, la volonté de vivre une autre société, parfois en marge de la nôtre. C'est tout autant un roman d'aventure et de suspense qui débute en 2061 avec Dan, Montana et la petite Judith, 3 frères et sœurs qui vivent en pleine forêt avec leurs parents, une vie en osmose avec la nature, même si quelques traces de technologie subsistent ça et là. Ils jouent, chassent, pêchent, explorent les ruines alentours et apprennent à survivre face aux dangers de cette nature. Mais un jour, ils deviennent la proie d'un inquiétant et agressif groupe de braconniers qui les enlève. Quand leurs parents décident de partir à leur recherche pour les sauver, c'est le passé et le présent de ce monde que Vincent Villeminot va nous raconter, nous faisant découvrir par flashbacks successifs comment tous ces personnages se sont retrouvés dans cette forêt à vivre d'une façon aussi rudimentaire. Tout en suivant Dan, Montana et Judith et en craignant pour leur sort, nous remontons ainsi par petites touches aux origines de cette histoire dans une société proche de la nôtre avec toutefois quelques évolutions. Elle est devenue végane, plus respectueuse de la planète, mais pas forcément plus tolérante et ne propose pas plus de liberté, bien au contraire, les valeurs de l'écologie n'ayant pas suffi pour créer une société moins autoritaire ni plus altruiste. Un jeune homme, intellectuel britannique, qui aurait pu rester dans le moule et se faire sa place au soleil, va refuser tout ça et acter cet échec sociétal. Dans un pamphlet intitulé « Do not count on us », ne comptez pas sur nous, il appelle tout simplement à tourner le dos à cette société bloquée et délétère et à s'en séparer. Cet essai va devenir le manifeste d'une génération qui, lors d'une grande mobilisation mondiale, va se rassembler et abandonner le monde, quitter les villes pour aller vivre à l'écart, dans des forêts ou d'autres lieux naturels, où tout sera à construire et reconstruire. On assiste donc à une révolution, pacifique mais radicale, qui débouche sur une utopie. Et c'est là le thème principal de ce roman. Une fois l'action passée, que deviennent les révolutions, les rêves, les illusions, mais aussi que fait-on des échecs et des désillusions. Après la sécession, chacun décide donc, comme il l'entend et avec qui il veut, de créer des communautés de différents types. Et Vincent Villeminot essaie d'imaginer comment ces communautés évoluent dans le temps, quelles limites elles peuvent rencontrer, aussi bien dans leur fonctionnement collectif, politique au sens premier du terme donc, que dans le concret de la vie quotidienne. Allant jusqu'au cœur de la démarche, l'auteur observe,
à travers ses protagonistes ce qui se joue en termes personnels, comment le groupe peut soutenir l'individu et l'individuel, ou au contraire, comment, par exemple, un couple pourra avoir besoin du groupe, mais comment ce groupe pourra aussi mettre en danger ce couple. Il explore même comment l'amitié peut aussi être une valeur politique. Toutes ces questions passionnantes sont abordées de façon subtile et jamais ennuyeuse, soutenues par les rebonds de l'histoire, car avec Vincent Villeminot, il ne s'agit pas d'un message à délivrer ou d'une morale à asséner, mais plutôt d'une ou plusieurs idées à incarner au sens premier, mettre ces idées en chair, donc face à une réalité. C'est pourquoi tout au long du roman, nous vibrons avec des personnages qui aiment, tentent, font des choix avec des conséquences, balbutient, trébuchent, tous très attachants jusque dans leurs doutes ou leurs erreurs, qui sont parfois les nôtres. Vous allez aimer Xavier et Antigone, la révoltée réfléchie, Paul, dit Pibé, un enfant des beaux quartiers qui va rejoindre un groupe de hooligans à la fois par amour pour Jay et pour les sensations de vie réelles et intenses que lui procurent les affrontements entre bandes, Berzec, le colosse, et La Houle, mon préféré, un brin romantique, un brin philosophe, 100% libre et humaniste. Enfin, la forêt, située en Dordogne, est aussi un personnage à part entière et il y a à la fois une réflexion intéressante sur la façon dont on habite un lieu et dont le lieu nous transforme, et surtout une beauté incroyable dans les descriptions de cette forêt que ne renieraient pas les meilleurs écrivains de nature writing. Et Dan, et Montana, et Judith dans tout ça. Eh bien, c'est le fil conducteur qui vous tiendra en tension et en haleine jusqu'au bout, mais vous devrez lire ce roman captivant pour savoir ce qu'on va leur faire subir, savoir s'ils vont s'en sortir, et peut-être rester l'étincelle d'une autre vie possible. Le roman post-apocalyptique, post-apo pour les initiés, est un genre récurrent du young adulte. L'excellente trilogie de Jérôme Leroy, Loup après tout, en réunit tous les codes en y ajoutant une réflexion intéressante sur la façon dont tout cela pourrait nous arriver, avec des éléments qui font parfois froid dans le dos si on les compare à ce que nous vivons déjà. Dans le premier volume, nous sommes dans le nord de la France, en mars 2053, quelques années après le grand effondrement et précisément 13 ans après la grande panne du 13 juin 2040 à 21h47. Le climat est complètement détraqué et il fait une chaleur d'été. Mais 15 jours après le début du roman, les températures chuteront à moins 10 degrés et la neige sera tombée en abondance. Guillaume, la trentaine, a rejoint avec Lou, 17-18 ans, l'ancienne villa Marguerite Yourcenar, un lieu de culture où s'organisaient des résidences d'écrivains. Ce sont des survivants. Guillaume veille sur Lou, qu'il a recueillie dans la débâcle alors qu'elle avait 4 ou 5 ans, elle n'est pas très sûre de son âge, et Guillaume lui-même, épuisé, n'est plus certain du sien ni d'aucune date d'ailleurs. La villa est une bénédiction pour eux, elle n'est pas trop abîmée, et ils vont pouvoir y dormir à l'abri, peut-être y trouver quelques objets qu'ils pourront récupérer, et surtout se gaver des rats qui pullulent ici et viennent dévorer les livres présents en abondance. La villa a un autre avantage. Construite sur le Mont Noir, elle est par conséquent en hauteur, domine les alentours, et on peut donc voir arriver de loin le danger. Car dans ce monde de 2053, les dangers sont nombreux. Les deux principaux étant des sortes de zombies, les cibles à la force incroyable qui se jettent sur vous et vous dévorent le visage, et les bougeurs, moins agiles mais qui s'agitent en tous sens et produisent une sorte de plainte à la fois angoissante et attirante. Pour ces deux catégories, une simple morsure et vous êtes contaminé. Pour les bougeurs, en plus,
Un crachat, une projection de sang et c'est instantané, vous voilà infecté. Il faut aussi se méfier des enfants sauvages ou des autres humains, seuls ou en groupe, prêts à vous tuer pour vous dépouiller. Quelques communautés essaieraient de vivre dignement, mais rien n'est moins sûr. Une ambiance à la Walking Dead donc, mais il y a bien plus dans ces 3 romans qu'il faut lire dans leur ensemble pour voir évoluer la situation qui se déroule sur plusieurs années et connaître le destin des personnages, en rencontrer de nouveaux avec bien des rebondissements qui vont vous captiver. Car Jérôme Leroy ne se contente pas d'écrire un livre de genre. Dans le premier volume, la moitié est consacrée à Guillaume, à son enfance, à son adolescence, et on comprend ainsi tout ce qui a pu déraper et amener la situation là où elle en est au début du roman. Des thématiques tout à fait actuelles qui résonnent en nous et sont dépeintes de façon très concrète. Le changement climatique, avec ses pics de pollution, les épidémies, les gouvernants qui mènent des politiques de plus en plus dictatoriales, l'éviction des plus pauvres et des étrangers vers les périphéries, les radicalismes de tout poil qui surgissent, les nouvelles technologies et leurs addictions aux conséquences catastrophiques, l'hyperanxiété qui peu à peu gagne tout un chacun et qu'on tente de juguler à grands coups de médicaments lobotomisants. Et hormis quelques groupes ou personnes qui tentent de résister, de garder conscience et tête haute, une population, vous, moi, qui globalement reste passive, ferme les yeux et pire, accompagne et valide un monde qui court vers l'abîme. Mais, puisque la catastrophe est arrivée, comme se le répète souvent Guillaume pour ne pas désespérer, trop penser au passé, c'est le meilleur moyen d'y passer. Il s'agit désormais, dans les volumes suivants, de survivre, peut-être même de vivre encore et contre tout, et de savoir si, dans ce monde dévasté, un espoir, une humanité est encore possible, et si oui, quelle forme, sociale, individuelle ou même poétique, elle peut prendre. Car de la poésie, il y en a dans ces romans, ce qui leur apporte une douceur certaine et une beauté qui contrebalance la férocité de cette future époque. Il y a beaucoup question d'Apollinaire, ce n'est pas pour rien que les 2 personnages principaux s'appellent Guillaume et Lou, mais sont aussi évoqués d'autres poètes ou d'autres écrivains. Dans le premier tome, par exemple, on rencontre une truculente marquise de Verteuil, sans doute allusion à la marquise de Merteuil des Liaisons dangereuses, laquelle marquise évoque un médecin dénommé Destouches, le vrai nom de Louis-Ferdinand Céline, qui était médecin lui aussi. On est donc là dans ce que le young adulte fait de meilleur, de l'action et de la réflexion, de la nuance et de l'intelligence, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. D'ailleurs, les lecteurs les plus âgés ne s'y sont pas trompés. Voici ce que dit sur le site Babelio Antonio, 62 ans. « J'ignore qui a bien pu décréter que Lou, après tout, était un roman pour adolescents. J'ai la conviction qu'il s'adresse à un bien plus large public. » Ou encore Ghislaine, 67 ans. « J'ai été scotché par Lou après tout. Une trilogie jeune adulte que ma petite fille venait de lire et voulait absolument que je découvre tant elle avait été embarquée par l'histoire. Si je l'ai pris en main, c'était avant tout pour lui faire plaisir, mais franchement, j'ai été ébloui. Alors, à votre tour, laissez-vous éblouir par les 3 tomes de Lou après tout. Que j'aime plus tard. On voulait connaître mes histoires. Combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard. Demain j'aurai sûrement déjà tout oublié. Si une chose est claire, c'est que Vincent Mondiaux n'est pas le dernier des branleurs. À 37 ans seulement, il est déjà l'auteur d'un bon paquet de romans, dont plusieurs du côté de l'imaginaire. Il a publié dans plusieurs recueils de nouvelles. Il s'est longtemps occupé d'un fanzine et désormais tient un blog qu'il nourrit abondamment. Il a lancé une chaîne YouTube sur les mangas et il paraîtrait même qu'il a des activités salariées pour gagner sa vie.
On est donc loin, du moins en apparence, des Gaspard, Chloé et Min-Tuan, les 3 ados de terminale de son roman. Pour eux, c'est plutôt une vie au ralenti. Toujours fourrés entre eux, à l'écart des autres, à fumer des pétards ou boire de la line, ce mélange anesthésiant de soda et de médicaments, au mieux à discuter manga, jeux vidéo ou relations entre filles et garçons, au pire à ergoter des heures sur des sujets insignifiants qu'eux-mêmes considèrent comme débiles. Une vie de néant, pourrait-on la cataloguer d'un jugement hâtif. Alors, trouvez la motive pour passer le bac, pensez donc, d'autant qu'ils seront les derniers à le passer sous son ancienne forme, celle qui aurait dû encore avoir lieu en 2020, et même si, du coup, avec une certaine ironie et fierté, ils se targuent d'être les derniers des branleurs. Qu'on ne s'y trompe pas, sous leur dehors de glandeur, ils sont loin d'être idiots. Ils ne correspondent pas à ce que la société attend d'eux, mais ils le savent, l'assument et d'une certaine manière le revendiquent. D'ailleurs, c'est aussi parce que mis dans la case des losers et des déjà fichus, qu'ils vont imaginer, en contre-pied, comme un coup d'éclat ou un majeur bien tendu, un stratagème pour avoir ce fichu bac. Le trio va alors devenir quatuor, car cette idée va les amener à se rapprocher de Tina, une réfugiée congolaise qui a dû fuir les violences dans son pays. Brillante et bosseuse, Tina devrait décrocher le bac haut la main. Mais, un comble, elle n'en veut pourtant pas de ce bac, parce qu'il risquerait de modifier son statut de réfugié et, à terme, l'obliger à retourner au Congo avec tous les risques que cela comporterait pour sa vie. La situation paradoxale de Tina, développée dans le roman, est révélatrice des contenus de ce livre et des thèmes qui y affleurent. Sans aller jusqu'à dire qu'il s'agirait du portrait d'une génération, tous les ados ne sont pas comme nos 3 lascars, il s'agit tout de même des questionnements de leur situation largement partagés par d'autres jeunes. Passer le bac, pourquoi faire? Pour quelle vie? On les somme de s'inscrire dans un futur, mais quel futur? Si tant est qu'il y ait encore un futur. Certains diront qu'ils n'ont pas encore trouvé leur voie, mais qu'a-t-on fait, qu'ont fait les adultes, la société, pour les y aider, pour leur offrir une voie qui soit la leur et non pas celle qu'on leur trace, une voie qui vende du rêve et non pas de la grisaille ou du cauchemar. Faut croire que la Startup Nation n'inspire pas grand monde. Ce fossé entre leurs doutes ou leurs aspirations et les injonctions sociales, Gaspard, Chloé et Min-Tuan le vivent au quotidien. Gaspard est celui qui plane le plus et il fait ce qu'il faut pour ça. Mais à la maison, l'ambiance est lourde. Famille modeste, aimante mais soumise et routinière, une sœur aînée morte brutalement dont le souvenir plombe l'atmosphère. Malgré ses 17 ans, il est déjà nostalgique de son enfance et de son adolescence pas encore terminée. Chloé, elle, est sans arrêt vénère. Elle parle comme on crache, pique sans arrêt les 2 autres, les pousse, mais c'est pour mieux cacher ses propres peurs, celle du vide, celle d'être confrontée à elle-même ou de devoir avouer qu'elle se sent asexuée à un âge et dans une société où il est plutôt de mise de se vanter de ses exploits sexuels, réels ou inventés. Quant à Min-Tuan, qui voit bien que le monde ne tourne pas rond et s'en inquiète, comment trouver sa place dans ce monde quand déjà il est difficile de trouver sa place dans sa propre famille avec un père écrasant qui est allé chercher au Vietnam une femme qui lui serait entièrement soumise contre un niveau de vie et une nationalité. Et je cours entre 2 trains, mes souffles entre 2 refrains. C'est nous le futur, c'est nous les ringards de demain. Plus tu tapes fort, plus t'as des chances de te péter la main. La plupart des choses sur lesquelles je me suis construit servent à rien. Quand les gamins font des gamins, personne contrôle. C'est la loi de l'évolution, tu crèves si tu joues pas le bon rôle. Et je flippe à n'en plus pouvoir trembler. Pour ajouter au tableau, nos branleurs habitent dans une petite ville sans âme des Yvelines, dans une de ces zones dites périurbaines qui a du mal à se définir. Plus vraiment la banlieue, pas encore la campagne, pas loin de tout, mais près de rien. Alors ce bac, qu'il l'ait ou pas, ils sentent bien qu'il est une limite, un basculement vers une vie dont ils n'ont pas envie, où ils vont devoir s'intéresser au monde de plus près, faire des choix qui vont les impliquer dans ce monde, de gré ou de force. Les Derniers des branleurs est donc un roman à la fois tendre et tragique, celui d'une génération qui n'a plus envie de se laisser faire, mais raconté avec drôlerie et plein d'énergie également. Cette énergie est communiquée par la langue qui claque, qui cogne et qui est crue, attention les yeux et les oreilles si vous les avez sensibles, mais qui ne cherche pas à faire jeune et au contraire est tout à fait réaliste et juste. Une trouvaille de Vincent Mondiaux sur le côté des pages, des notes qui apportent des précisions sur les groupes de musique, les références à la pop culture, les termes de langage,
Les vieux lecteurs d'Arons et d'Aron ne seront donc pas largués, des notes qui apportent aussi des nuances ou des rectifications sur les personnages ajoutent des ramifications à l'histoire, comme des sortes de surgeons prêts à démarrer dans d'autres directions. Enfin, signe qu'il est un roman plus que réussi, Le Dernier des Branleurs a obtenu le prix Vendredi, prix qui se présente comme le premier prix national de littérature adolescente, on pourrait dire avec de grosses pincettes l'équivalent du Goncourt en littérature ado, un argument supplémentaire pour vous pencher sur la lecture de ce roman. Et au fait, à votre avis, Chloé, Mintuan et Gaspard, est-ce qu'ils auront ce bac ou pas ? Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard, demain j'aurais sûrement déjà tout oublié.